mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Audition ce mardi à l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, de l'homme d'affaires Réginald Boulos, de l'ancien sénateur Youri Latortue et de l'ex-premier ministre Jean-Henri Séan. Ces trois personnalités étaient invitées à faire une confrontation dans le cadre de l'enquête portant sur des prêts accordés par l'ONA. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a approuvé le contrat d'énergie électrique entre l'État haïtien et General Electric. L'annonce en a été faite par le ministre des Travaux publics, M. Joacéus Nader. Aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été détecté dans le pays samedi, selon le dernier bilan communiqué par le ministère de la Santé. Une première depuis l'introduction de la maladie dans le pays le 19 mars dernier. Les avocats engagés dans la lutte contre la corruption déplorent que la justice ait mis l'accent sur les auteurs matériels du meurtre de Maître Dorval, alors que rien n'est encore fait pour identifier les auteurs intellectuels. Se référant au rapport de la DCPJ, Maître Marc-Antoine Maisonneuve, qui a souligné qu'aucun suspect n'a été jusqu'ici désigné en tant qu'auteur intellectuel, a demandé au juge instructeur Raynor Régis de travailler sereinement en vue de les identifier. Parallèlement, Maître André Michel dit préférer suivre les directives du Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, mais estime toutefois que ce procès se doit d'être historique. Ils ont fait ces déclarations lors d'une conférence de presse ce mardi. Nous-mêmes, nous connaissons pertinemment que moun sa yo arrêté yo, c'était des petits blodés qui prend Florida, qui prend crack, yo ba on deux gouttes, qui fait assassinat ça. Et que ça qui plus intéressant dans le cadre de la perpétration de cet assassinat, c'est l'identification des auteurs intellectuels. Parce que wap d'accord pour nous effectivement arriver à stopper la prolifération des crimes, des massacres, des assassinats dans ce pays, il faut que c'est sous auteur intellectuel nous avancer. Donc par là, nous disons clairement que tant que dans des rapports qu'a produit, il n'y a pas arrivé présenter par la société, moun qui t'a pensé, moun qui t'a réfléchi crime ça yo, nous pas jamais prendre au sérieux et n'a demandé juge instructeur là Raynor Régis qui c'est actuellement le juge désigné par le doyen pour mener l'instruction et du dossier, n'a demandé pour effectuer le travail en toute sérénité pour le cas arriver sous auteur intellectuel yo, qui c'est principalement n'attend pour nous allons souffle dans le cadre de ça. Parce que comme l'a dit Monseigneur Dumas, dans son homélie de circonstance, si pas de justice pour Dorval, pas de justice pour personne. Son procès symbolique, son procès historique, il faut que le procès soit fait. Cependant, pour qu'on est avocat, il appartient à une corporation. Il y a le barreau de Port-au-Prince qui est engagé, il y a la fédération des barreaux qui est engagée. Évidemment, on a suivi le barreau, nous, on a suivi la fédération des barreaux. Au niveau du barreau de Port-au-Prince, on a une bonne initiative qui prend. Au niveau de la fédération, on a une bonne initiative qui prend. On a suivi l'initiative parce que nous appartenons à une corporation. Mais ça me dit où la corporation est mobilisée, mais tous les avocats individuellement sont mobilisés sur le dossier ça, parce que pour nous c'est un dossier qui est important. L'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie, OCID, demande au président Jovenel Moïse de rapporter l'arrêté portant création du Conseil électoral provisoire. L'OCID estime que l'organisme électoral a été mis en place de manière unilatérale. Ronnie Desroches et Abdonel Doudou plaident en faveur d'un accord politique qui pourra accoucher d'un CEP de consensus. Difficile pour mettre charrua avant bœuf. Puisque le texte même qui instituait conseil électoral, ça, puisque le processus même qui menait à conseil électoral, ça, les viciés à la base, puisque le texte là même inconstitutionnel, recommandation aussi, c'est que yo
rentrer, faire retrait, rapporter cet arrêté et relancer, sinon lancer, parce que le processus qui était fait là, était vicié à la base, lancer un dialogue politique, pas seulement autour de CEP, pas seulement autour de l'élection, mais autour de la crise politique, avec tout élément qui la donne, pour qu'il débouche sur un accord politique. Et c'est accord politique ça que tu as dit, qui Jean élection pour le faire. Même Jean l'était fait en 2015. Alors, il y a un pouvoir qu'on y a là qui est plus fragile, parce que l'a fonctionné sans Parlement depuis 13 janvier 2020. Je ne sais pas qui Jean est capable de façon unilatérale monter en CEP et réussir quel que soit le support que l'État a gagné derrière lui en bas de table, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas qui côté ça capable de mener. Et si on a raison fait que nous exprimer tête chargée que aussi de gagner par rapport au fait que gain avancé, ça qui fait, qui pas ont avancé, qui c'est un pas fictif en avant et 5 pas en arrière, parce que yon mesure comme ça, il vient rendre un consensus vient plus difficile. Il faut que gagne un dialogue entre les Haïtiens. Nous pas d'accord non plus avec monde qui dans opposition qui dit que yo pas chita avec X, yo pas chita avec Y, yo pas chita avec Z. Moi crois que nous pas capable sortir dans marasme politique, économique et social nous y journée jodia et que nous y depuis des années, depuis des décennies sans que nous pas chita yon avec l'autre. La démocratie que nous avons essayé institutionnaliser dans le pays, il demande débat. Et pour que le débat soit intéressant, il faut que y ait des gens qui aient des positions différentes. Nous tous, nous ne sommes pas capables de gagner la même sensibilité politique. Nous ne sommes pas capables de gagner la même opinion politique. Nous ne sommes pas capables de gagner la même vision de qui façon pour mener l'économie pays. Donc il faut que tout le monde sache, yo mettez ensemble pour être capable de joindre des compromis, pour être capable de joindre une façon pour faire des concessions yon avec l'autre et pour nous capables d'avancer sur le plan politique. Le gouvernement haïtien n'entend pas baisser la garde en dépit de la forte réduction du nombre de cas confirmés de coronavirus. Le samedi 26 septembre, les autorités sanitaires n'ont enregistré aucun nouveau cas de Covid. Toutefois, le ministre haïtien des Affaires étrangères, M. Claude Joseph, appelle à la vigilance. Le combat n'est pas fini. Il faut poursuivre les gestes barrières. Il faut continuer à porter des cache-nez, a insisté le chancelier haïtien. Le gouvernement de Taïwan a fait un don ce mardi 29 septembre de 200 000 masques au secteur religieux haïtien. M. Joseph appelle les leaders religieux à être des modèles pour les citoyens. La bataille n'est pas terminée. Le ministre des Travaux publics, M. Joasséus Nader, confirme que la Cour supérieure des comptes a approuvé le contrat d'énergie électrique entre l'État haïtien et General Electric. Le contrat de 57 millions de dollars bénéficie de l'avis favorable des juges de la Cour des comptes quelques semaines après l'approbation de la Commission nationale des marchés publics, CNMP. L'ingénieur Nader affirme que les changements dans la distribution de l'énergie électrique seront visibles dans 1 an. Le contrat prévoit la construction d'une centrale électrique fonctionnant au diesel et au gaz propane liquéfié d'une capacité de 55 MW à Carrefour. Le ministre explique qu'à cette date, environ 160 MW seront disponibles sur le réseau. Tous les foyers pourront avoir accès au courant électrique chaque jour, mais il ne s'agit pas de l'accès à l'énergie 24 heures par jour parce qu'il faudrait 300 MW disponibles, explique M. Nader. Il indique que le projet sera réalisé avec diligence afin de concrétiser les promesses du chef de l'État avant la fin de son mandat. Environ une semaine après le dépôt des documents du contrat liant l'électricité d'Haïti à la General Electric, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a donné un avis favorable permettant au ministère des Travaux publics, Transports et Communications MTPTC
de poursuivre le processus de construction d'une centrale dans la commune de Carrefour. Féliciter les dirigeants Cour supérieure des comptes, dont Juju, qui va en bénéfice de l'urgence à dossier ça, qui est très important pour nous. Et nous avons un avis favorable. Et nous croyons qu'on a une possibilité de joindre 55,5 MW qui va l'additionner à 70 qui est capable sur un circuit aujourd'hui, qui va le 125, nous allons additionner 36 MW qui va sur Péligre. Et suite à, il va réparer des l'autre turbine qui est en panneau. Donc, ça va le 160 et les non réparés Carrefour, on a bien plus que 180 MW sur le marché. Donc, on a bien possibilité de monde courant chaque jour. Les habitants de la région métropolitaine de Port-au-Prince bénéficieront d'environ 8 à 12 heures d'électricité par jour. Le réseau électrique de la capitale sera remis en fonction et le président pourra respecter sa promesse de campagne en fournissant de l'énergie électrique à la population, selon le ministre Nader Joazeus. En tant que contrat, on a fait des 57 488 000 dollars américains pour fournir 57,5 MW qui va additionner à la quantité dont on gagne déjà dans la production. Après le versement du fonds de démarrage, la compagnie Générale Électrique commencera les travaux de construction de la centrale devant desservir toute la région métropolitaine de Port-au-Prince, et ceci dans un temps record ne dépassant pas une année selon le ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Nader Joazeus croit que beaucoup de choses dépendent encore de la stabilité sociopolitique qui devra régner dans le pays avant que la lumière soit. Le monde entier, probablement, attend le débat de ce soir entre le président sortant Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden. Ce soir, donc, mardi 29 septembre, aura lieu le premier de 3 débats avant l'élection du 3 novembre. Parallèlement, il y aura un débat entre le vice-président sortant, Mike Pence, et la colistière de Joe Biden, Kamala Harris. Rapidement, comment ça va se passer ce soir? D'abord, il y aura un meneur de jeu, en la personne de Chris Wallace, qui est un journaliste très connu, respecté, de Fox News, 72 ans, mais qui a toujours fait preuve de beaucoup d'honnêteté intellectuelle. Donc, bien qu'il appartienne à Fox, les démocrates n'ont pas tiré ombrage de cela. Des thèmes seront abordés, ils sont au nombre de 6. Il s'agit évidemment du Covid-19 et de la manière dont ça a été traité, de l'économie en général, des violences urbaines et du racisme, c'était le 3e. 4e thème, la Cour suprême, et on sait qu'il y a un gros enjeu avec la mort subite de la juge il y a quelques jours. L'intégrité des élections, c'est une question qui se pose aujourd'hui plus que jamais. Et enfin, le bilan de chacun des 2 candidats, Donald Trump et Joe Biden. Pour en parler ce soir et vous préparer à ce débat, car je rappelle que Métropole va diffuser ce débat en direct ce soir à partir de 9h du soir. Donc pour en parler avec nous ce soir, notre ami William Savary, économiste, mais aussi fin connaisseur de la vie américaine. Bonsoir William et bienvenue. Bonsoir Serge, merci et bonsoir aux téléspectatrices, téléspectateurs de Télémétropole. Voilà, donc comme je disais en commençant, c'est peut-être le débat le plus attendu de l'histoire des États-Unis, ne serait-ce qu'à cause de la personnalité, entre guillemets, du président et de ses sorties. Bon, on a eu 3 ans pour savoir ce dont il était capable, et il est évident que ce soir, ça va être chaud. Ça va être un clash énorme entre lui et celui qu'il ne cesse de présenter comme quelqu'un de trop vieux, d'éteint, sans énergie, Sleepy Joe. Mais j'ai l'impression que ce soir, Biden
ne va pas tellement être endormi face à lui. Alors, William, qu'est-ce que vous pensez des thèmes qui vont être abordés ce soir? Est-ce qu'on peut en dire un mot rapidement? Bon, rapidement, on peut dire que ce sont des thèmes qui sont d'actualité. Et ce sont des thèmes qui sont d'actualité parce qu'effectivement, à cause de la politique que M. Trump a mis en œuvre, donc il a suscité, il a réveillé chez le démon au niveau du racisme aux États-Unis. Et depuis son arrivée, les politiques qu'il a mis en œuvre ont rendu plus ou moins un niveau de confort à ceux qui sont du côté du racisme, qui ont toujours été des racistes et pour lesquels il n'y a pas de rédemption. Ouais. Il y a la politique au niveau de la politique d'Obama, aussi au niveau de la santé publique, qu'il a toujours été contre, il a toujours manifesté ses intérêts et ses intentions de défaire la loi d'Obamacare. Oui. Il y a eu la politique de Trump vis-à-vis de la Chine, d'où l'économie. Il a engagé carrément une guerre commerciale avec la Chine, dont on ne sait pas comment ça va pouvoir se terminer d'ailleurs. Donc vous avez tous ces éléments qui font partie de ces débats, qui sont en fait des résultats de la politique de M. Trump. Oui. Donc, et on arrive aujourd'hui où les gens veulent clarifier les porteurs de projets de société, les porteurs de politique publique, les porteurs de ce qu'il faut pour faire marcher, pour même les défis aux institutions américaines. Donc c'est le moment de ce qu'on appelle aux États-Unis le moment of reckoning. Oui. Bon, il est vrai que dans l'histoire des États-Unis, depuis l'origine, la politique étrangère n'a jamais joué un grand rôle dans l'élection d'un président. À quelques rares exceptions près, une des réélections du président Roosevelt, évidemment, en pleine guerre. De même, l'élection du président Eisenhower au lendemain de la guerre. Lui, le général en chef de toutes les troupes alliées. Bon, ça a joué. Mais d'une façon générale, ça n'a pas beaucoup joué. La politique étrangère, je ne parle pas des guerres. Les guerres, c'est autre chose. Il y a le type O'Neill, qui fut un démocrate pendant longtemps aux États-Unis, qui a toujours dit que politique is always local. Absolument. Et aux États-Unis, c'est vrai. C'est vrai peut-être plus qu'ailleurs. Et maintenant, dans ce débat, dans cet affrontement entre Trump et Biden, ce qui sera intéressant de voir, c'est depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Trump caresse dans le sens du poil cette frange de la société américaine que vous venez de rappeler, c'est-à-dire ce qu'on appelle les rednecks, les gens qui sont pour une Amérique forte, une Amérique anti-immigrant, voilà, anti-immigrant, une Amérique militarisée, blanche, et avec évidemment white supremacist, tout ça sont des slogans qui leur parlent. Et quand Trump, c'était un coup très très malin d'ailleurs, son slogan Make America Great Again, c'est quelque chose qu'ils comprennent. Et quelles que soient les erreurs que Trump puisse faire, quelles que soient les déclarations intempestives qu'il puisse faire, ils n'en démordront pas. Trump va faire de l'Amérique à nouveau un grand pays, etc. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les déclarations intempestives de M. Trump ont été effectivement pour adresser le sentiment le plus bas de son électorat. Ça a toujours été sa politique. C'est sa stratégie et il ne va pas en changer, au contraire. Il va encore exagérer. Mais bien entendu. C'est pourquoi, par exemple, toutes les démonstrations qui ont eu lieu, toutes les émeutes qui ont eu lieu, toute la colère qui a été manifestée dans les 3 derniers mois, il n'a jamais pris de position qui était défavorable à son électorat. Absolument. Et il n'a jamais aussi émis de position qui de près ou de loin, en support aux manifestations de rue. Oui, donc absolument. C'est quelqu'un. Au contraire, lors des manifestations de rue et même lorsque les abus de la police étaient évidents et filmés et documentés, il a toujours défendu la police en disant que c'était les manifestants qui étaient une bande de sauvages. Mais ce qui est intéressant, les manifestations lui ont donné l'opportunité de se présenter à la nation américaine, à son électorat comme le candidat de law and order.
Absolument. Donc, la loi et l'ordre. La loi et l'ordre. Absolument. Ce qui veut dire, là maintenant, donc les manifestations ont joué la carte de Trump, oui. Et Trump s'en est servi pour se projeter à la société, pour se projeter à son électorat, et valider, sa réélection. Absolument. Parce que avec sa réélection, on peut maintenant préserver l'ordre, préserver la loi, préserver l'Amérique blanche, etc. Ah oui, donc bien sûr. Un dernier point, William, qui va certainement être abordé ce soir, même s'il n'est pas dans la liste des 6 thèmes retenus, c'est cette bombe atomique que le New York Times a lâchée sur la situation fiscale de M. Trump, dont on vient d'apprendre qu'il n'a jamais payé plus de $750 d'impôts l'année dernière, et que sur les 15 dernières années, il a fait 10 ans sans payer 1 centime d'impôt. 1 centime d'impôt. En plus, il a combien? 411 millions de dollars de dettes qu'il va devoir rembourser dans les années les 4 prochaines années. Les 4 prochaines années. Bon, on oublie évidemment qu'il a déclaré banqueroute par 6 fois quand même dans sa vie. Alors l'image du grand financier multimillionnaire, est-ce qu'elle ne commence pas à être un petit peu écornée? Maintenant, il y a diverses façons de répondre à cette question. C'est une observation assez astucieuse, mais il faut qu'on se rende compte que la loi fiscale américaine permet ces dérives. Donc ça, c'est la première chose. Donc la loi fiscale américaine vous permet de ce qu'on appelle des crédits d'impôt. Il s'est servi des crédits d'impôt. Absolument. Il s'est servi de déductions que la loi permet. Et il faut aussi se rendre compte qu'il n'est pas le seul à le faire. Tous les gens aux États-Unis qui disposent de fortes sommes et qui ont des revenus considérables se servent de ce qu'on appelle des boîtes noires. Et à travers les boîtes noires, ils font divers montages pour diminuer l'imposition fiscale. Je n'ai aucun mal avec ça. Encore qu'il y a certains analystes qui disent que dans les manœuvres qu'il a faites, il y en a qui sont parfaitement frauduleuses. Mais ça restera à démontrer après. Mais c'est l'image. Je me rappelle, en entendant ça, j'ai pensé à un grand homme politique français qui n'est pas très connu en Haïti parce que c'était du temps du général de Gaulle, c'est M. Chaban-Delmas. Chaban-Delmas, qui était général de la Résistance, qui a été maire de Bordeaux pendant 40 Charles ans. Chaban-Delmas. Non, juste Jacques Chaban-Delmas, qui a été Premier ministre, qui a été plusieurs fois ministre et même candidat à la présidence. Eh bien, Chaban-Delmas, du jour au lendemain, a perdu tout crédit auprès des Français parce qu'on s'est rendu compte qu'il s'était arrangé une année à utiliser toutes les ficelles que le système fiscal offrait pour payer 0 centime, alors que le mec était propriétaire de châteaux, qu'il avait une belle fortune, et il a eu beau expliquer, mais il n'y a aucune fraude, et tout le monde ayant reconnu qu'il n'y avait en effet pas eu fraude, son crédit a disparu du jour au lendemain. C'est vraiment une question morale. Exactement, bien sûr. Et c'est quelqu'un, lorsqu'un candidat veut se projeter comme le candidat de la loi et de l'ordre, et maintenant on vous retrouve en train de frauder. On vous retrouve en train d'avoir... Et même s'il n'y a pas fraude, je vais plus loin, même s'il n'y a aucune fraude, qu'un président de la République qui se dit multimillionnaire ou milliardaire paye moins d'impôts qu'un professeur ou une infirmière, c'est insupportable. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Ça aborde la question de l'éthique. Bien sûr. Ça aborde la question de fairness, la justice sociale. Ça aborde toutes les questions qui pourraient faire qui pourraient vous inspirer à lui donner votre confiance. Voilà. Et c'est là la grande question fiscale, et c'est pourquoi la publication de ces informations aujourd'hui, un jour avant le débat et à peu près 30 jours avant les élections, pourrait avoir un rôle dans la décision de ceux qui sont indécis. Tout à fait d'accord avec vous. Est-ce qu'ils vont octroyer leur vote à M. Trump, et ils vont le retenir et changer de camp? Parce qu'à date, il y a encore beaucoup de gens qui sont indécis. Parce que M. Trump, avec son électorat, représente à peu près 30% à 40% des voix. C'est ça. Mais pour gagner les élections, il faut beaucoup plus que ça. Oui, absolument. Mais le point intéressant,
intéressant, c'est que même à l'intérieur du parti républicain, il commence à y avoir une accumulation de défections, et pas seulement chez les gens de base, chez vraiment des poids lourds du parti républicain. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est que les poids lourds veulent préserver la position du parti au niveau électoral. La santé du parti. Ils ne veulent pas risquer gain et supporter M. Trump. Voilà. C'est ça qui se joue. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Bon, et William, on ne va pas aller plus loin. Là, maintenant, il faut attendre 9h du soir pour que le débat ait lieu, et espérons que ce débat va tenir ses promesses. De toute façon, Chris Wallace sait mener des discussions. C'est un excellent journaliste, donc espérons que tout va bien se passer. Et puis, on en reparlera demain. Alors, on vous encourage tous à suivre le débat. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles, et à la prochaine, même heure, même chaîne.